Mon mari riche a dit qu'il rentrerait pour 9 heures, mais je l'attendais dans la suite d'hôtel qu'il venait de quitter. Lila, s'il te plaît, a-t-il supplié à genoux. J'ai jeté la bague sur la table. Game over, Gavin. Je n'ai pas seulement surpris un infidèle. J'ai détruit sa vie entière en une seule nuit. Mon nom est Leia Ross. J'ai 34 ans. Je vis à Riverton, une de ces banlieues tranquilles et impeccablement entretenues près de New York où les allées sont chauffées et les voisins assez polis pour ne jamais demander pourquoi votre mari rentre tard pour la 3e fois cette semaine. Je suis assise sur mon canapé beige en lin de Restauration Hardware, celui qui a coûté plus cher que ma première voiture. Et j'ai mon téléphone appuyé contre un vase en cristal. Le voyant rouge d'enregistrement clignote. Il faut que je mette ça par écrit. Il faut que vous voyiez mon visage en ce moment, car dans une heure, cette version de moi pourrait ne plus exister. Si vous regardez ceci, vous connaissez probablement ce sentiment, cette pourriture dans les entrailles, cette vibration dans votre estomac qui vous dit que quelque chose ne va pas, même quand vos yeux vous disent que tout est parfait. Mon mari est Gavin Hay. Il est associé dans une société de capital risque. Il est beau, il a du succès, et il m'a dit ce matin qu'il avait une réunion marathon à Midtown, mais a promis, absolument promis, qu'il serait à la maison pour 21 heures ce soir. Il est actuellement 9h14. J'entends le bruit sourd et lourd de la porte d'entrée en chêne massif. Puis le bip du système d'alarme qui se désactive. Il est là. Je n'éteins pas la caméra. Je la glisse simplement derrière le vase pour qu'elle filme le salon, qu'elle filme le mensonge qui s'apprête à franchir cette arche. Gavin entre dans la pièce. Il est incroyable. C'est la première chose qui me frappe et ça pique plus que s'il avait l'air coupable. Il porte son costume bleu marine sur mesure, celui qui lui va comme une seconde peau. Il a cet éclat subtil, une légère rougeur sur les joues, le genre de mine saine et vibrante qu'on a après une séance à la salle de sport ou un long massage. Pas après 12 heures à analyser des chiffres dans une salle de conférence en haut d'un gratte-ciel. Il sent cher. C'est un mélange de l'air vif de l'automne et de ce parfum de niche qu'il porte. Quelque chose de boisé et d'épicé qui reste dans une pièce longtemps après son départ. Il porte un sac de shopping noir mat et élégant d'une boutique de créateurs en ville. « Salut ma belle », dit-il, sa voix est douce, travaillée. Il s'approche de moi et la performance commence. Il se penche pour m'embrasser, mais il ne m'embrasse pas vraiment. Il presse ses lèvres sur ma joue, un baiser sec et machinal. Quand il se recule, il offre le sac. Je me sentais mal pour les soirées tardives, dit-il, affichant ce sourire de gamin qui me faisait autrefois flancher les genoux. J'ai pris ça pour toi en rentrant. Désolé, je suis en retard. Le trafic sur le pont était un cauchemar total. Je prends le sac. Je ne regarde pas à l'intérieur. Je le regarde, lui. Je le regarde vraiment. Normalement, c'est le moment où je sourirais. Je dirais merci. Je lui demanderai s'il a faim et proposerai de réchauffer le dîner que j'ai mis 2 heures à préparer. Mais ce soir, le script est différent. Mon cœur martèle contre mes côtes. Un rythme frénétique, comme un oiseau. Mes paumes sont moites, mais ma voix sort effroyablement stable. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Midtown, c'est ça, je demande. C'est là que tu as dit que la réunion avait lieu. Gavin desserre sa cravate, se dirigeant vers la cuisine pour se verser un verre. Ouais, Midtown, Ouest 57 TH Street. Pourquoi? Il a l'air si décontracté, si peu dérangé. Il verse le liquide ambré dans un verre, les glaçons teintent doucement. C'est une symphonie domestique de normalité. Je regarde l'objectif de la caméra caché derrière le vase, puis son dos. Je me lève. Mes jambes semblent lourdes, mais je les force à bouger. Je m'approche de lui, tenant mon téléphone dans ma main. Pas le téléphone qui nous enregistre, mais mon vrai téléphone. L'écran brille déjà avec l'image dont j'ai besoin. C'est étrange, dis-je. Il sirote son verre et se tourne, appuyant sa hanche contre l'îlot en marbre. Qu'est-ce qui est étrange? Je tiens le téléphone juste devant son visage. La luminosité est au maximum. C'est une capture d'écran d'une alerte de transaction de notre compte de carte de crédit commun. Parce que ce reçu indique que votre carte a été débitée à l'hôtel Hudson Crown à 19h42 ce soir, dis-je. C'est dans le Lower Manhattan. Gavin, c'est à 40 rue de là où tu as dit que tu étais. Le silence qui suit est épais. Il est assez lourd pour étouffer.
Je regarde son visage. J'ai étudié cet homme pendant 7 ans. Je sais à quoi il ressemble quand il dort, quand il rit, quand il est stressé. Mais je n'ai jamais vu ce regard. C'est microscopique, mais c'est là. La couleur quitte son visage, transformant cette rougeur saine en un gris cireux et maladif. Le verre dans sa main s'incline d'une fraction de pouce. Le liquide clapote dangereusement près du bord. Ses doigts forts et capables que je me sentais si en sécurité en tenant, se contractent autour du cristal. Ses yeux se posent sur le téléphone, puis sur mon visage, puis sur la porte, comme s'il calculait une issue de secours. Sa pomme d'Adam bouge alors qu'il déglutit. Oh, ça, dit-il, et sa voix est une octave plus haute que d'habitude. Il s'éclaircit la gorge, forçant un rire qui sonne comme des feuilles sèches qui craquent. C'était pour un client. On a déplacé la réunion dans le salon de l'hôtel. C'est plus calme là-bas. J'ai dû payer la note des boissons. Tu sais comment c'est. Il sourit. C'est un sourire terrifié, étiré, fin. Il pense qu'il a sauvé la situation. Il pense que ce n'est qu'un petit contretemps, un petit incendie qu'il peut éteindre avec un mensonge rapide et un sac à main de créateur. Il n'en a aucune idée. Il tend la main pour toucher mon bras, essayant de rétablir le contact physique, d'utiliser son charme pour m'apaiser, mais je recule. Je le regarde droit dans les yeux, et je vois la panique qui y nage. Il sait qu'il a glissé, mais il pense qu'il n'a affaire qu'à une femme soupçonneuse. Il pense qu'il peut me gaslighter, me dire que je suis folle, m'acheter des bijoux et arranger ça d'ici le matin. Je me détourne de lui, retournant vers le salon, vers la caméra cachée. Je dois vous dire, vous qui regardez ceci, quelque chose que Gavin ne sait pas encore. Quand j'ai vu cette transaction arriver à 19h42, je ne suis pas resté assise ici à pleurer. Je vous dirai plus tard ce que j'ai fait avec cette chambre d'hôtel. Mais d'abord, vous devez savoir qui était Gavin pour moi. Ça a commencé il y a 7 ans. J'avais 27 ans, je vivais dans un appartement d'une chambre à Nashville qui sentait perpétuellement les bougies à la vanille et les vieux livres. Je travaillais comme styliste d'intérieur pour un studio boutique appelé Arborline Atelier. C'était petit, chaotique, et j'adorais ça. Je passais mes journées à transporter des tapis vintage et à débattre des nuanciers de peinture. Convaincu que je construisais une vie qui était entièrement la mienne, j'ai rencontré Gavin lors d'un atelier sur la conception de bureaux pour les startups technologiques. C'était un de ces événements organisés dans un entrepôt reconverti avec des murs en briques apparentes et du café infusé à froid hors de prix. Gavin n'était pas un designer. Il était l'invité d'honneur, un représentant VIP de Crescent Crest Capital, la société de capital investissement qui finançait la moitié des entreprises présentes dans la salle. Quand il est entré, l'énergie de l'espace a changé. C'est un cliché, je sais, mais c'est la vérité. Il était l'homme américain à succès par excellence. Il portait un costume anthracite qui lui allait si parfaitement qu'on aurait dit qu'il avait été cousu sur son corps ce matin-là. Il avait cette voix profonde et résonante qui commandait l'attention sans jamais avoir besoin de crier. Il se tenait à l'avant de la salle, parlant de valorisation à 100 millions de dollars et de scalabilité, et tout le monde buvait ses paroles. Mais il ne regardait pas les fondateurs ou les PDG. Il me regardait. J'étais au fond, essayant de réarranger silencieusement une rangée de lourdes chaises modernes du milieu du siècle qui avaient été mal installées. Je transpirais. Mes cheveux étaient en chignon désordonné, et je me sentais complètement invisible jusqu'à ce que je lève les yeux et que je voie ses yeux sur moi. Il a fait une pause au milieu d'une phrase, juste une fraction de seconde, et a souri. Après le panel, il est passé juste devant la file de gens qui attendaient pour lui serrer la main et est venu directement vers moi. « Laissez-moi vous aider avec ça », a-t-il dit, tendant la main vers la chaise avec laquelle je luttais. Ses mains étaient chaudes et fortes. « Je suis Gavin », a-t-il dit. « Et vous avez l'air d'être la seule personne ici qui sait vraiment comment faire fonctionner les choses. » C'est comme ça que ça a commencé. Nous sommes allés dîner ce soir-là dans un steakhouse du centre-ville. C'était le genre d'endroit avec des nappes blanches et des serveurs qui raclaient les miettes de la table entre les plats. Je me souviens m'être senti mal habillé dans mes vêtements de travail, mais Gavin me regardait comme si j'étais la seule chose digne d'intérêt dans la pièce. Nous avons parlé pendant 4 heures. Il m'a posé des questions sur mon enfance, mes rêves de studio et ma couleur préférée. Il écoutait avec une intensité qui me faisait me sentir importante. Il m'a dit qu'il vivait à New York mais voyageait constamment. J'ai pensé que ce serait un bon souvenir, une histoire d'un soir à raconter à mes amis.
Mais le lendemain matin, un bouquet de pivoines blanches, mes préférées, est arrivé au studio. Puis sont venus les appels FaceTime. Chaque soir, sans faute, mon téléphone s'illuminait. Nous nous endormions en nous parlant. 2 semaines plus tard, il m'a dit qu'il revenait à Nashville pour me voir. Je m'attendais à ce qu'il prenne un vol commercial, peut-être un Uber. Au lieu de ça, il m'a envoyé un texto pour que je le rejoigne dans un hangar privé à l'aéroport. C'est la première fois que j'ai réalisé à quel point nos mondes étaient différents. Je l'ai regardé descendre d'un jet Gulfstream argenté et élégant, lunettes de soleil sur le nez, ressemblant à une star de cinéma. Le niveau de richesse qu'il possédait était stupéfiant. Ce n'était pas seulement confortable, c'était stratosphérique. Il m'a emmené pour des week-ends dans la Napa Valley et des séjours de ski à Aspen. Il m'a montré un monde où les portes s'ouvraient avant même qu'on les touche, où le champagne était toujours frais et où les problèmes pouvaient toujours être résolus avec une carte de platine. C'était enivrant. J'étais une fille d'une famille de classe moyenne qui faisait un budget pour les courses. Et soudain, je sortais avec un homme qui achetait des sacs à main à $5000 juste parce qu'il aimait la couleur. Après un an de relation à distance, il m'a emmené à Chicago. Nous étions sur le toit d'un hôtel de luxe surplombant l'étendue sombre du lac Michigan. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau et le vent soufflait autour de nous, mais j'avais chaud parce que Gavin avait enroulé son manteau en cachemire autour de mes épaules. Il s'est mis à genoux. Il a sorti une boîte en velours et à l'intérieur se trouvait un diamant si gros qu'il semblait presque irréel. Une taille ovale, sans défaut, scintillant sous les lumières de la terrasse. « Leia » a-t-il dit, en prenant ma main. « Je suis fatigué de dire au revoir dans les aéroports. Je veux que tu quittes Nashville. Je veux que tu viennes à New York. Épouse-moi. Laisse-moi m'occuper de tout. Laisse-moi te donner la vie que tu mérites. » J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je l'aimais, mais aussi parce que je lui faisais entièrement confiance. Il était mon roc. Il était le sol solide sous mes pieds. Nous avons déménagé à Riverton peu de temps après le mariage. C'est une ville de vastes domaines et de pelouses manucurées où les voisins sont des neurochirurgiens, des avocats d'affaires et des PDG. Notre maison était un manoir colonial avec 6 chambres, une bibliothèque et une piscine qui semblaient appartenir à un complexe hôtelier. J'ai laissé Arborline Atelier derrière moi, Gavin a insisté. Il a dit que je pouvais travailler en freelance, prendre des projets seulement si je le voulais, mais il ne voulait pas que je stresse à cause du loyer ou des délais. Alors, je suis devenue Leia Ross, l'épouse. J'ai rejoint le country club. J'ai rejoint le conseil d'administration de l'association caritative du jardin botanique local. J'ai organisé des dîners et assisté à des galas où les femmes portaient des robes qui coûtaient plus cher que mes frais de scolarité. Les 4 premières années, Gavin était parfait. Je n'utilise pas ce mot à la légère. Il était parfait. Il n'a jamais oublié un anniversaire. Une année, il m'a surprise avec une semaine aux Bahamas, louant une île privée parce que j'avais mentionné que j'étais fatigué de la foule. Il a engagé un chef privé pour venir à la maison le mardi parce qu'il savait que c'était mon jour le plus fatigant à l'association. Il laissait des mots sur le miroir de la salle de bain me disant que j'étais belle. Chaque fois que j'essayais de parler d'argent ou de poser des questions sur les factures, il m'embrassait sur le front et souriait de ce sourire charmant et rassurant. « Chérie, disait-il, tu n'as pas besoin de te soucier des choses ennuyeuses. Je m'occupe de l'argent. Toi, tu t'occupes juste d'être heureuse. C'est ton seul travail. » Je l'ai cru. Je pensais avoir gagné au loto. Je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. J'étais en sécurité. J'étais aimé. On s'occupait de moi. En y repensant maintenant, avec la clarté que seule la trahison peut apporter, je peux voir les fissures. C'étaient des fissures capillaires si petites que j'ai choisi de les ignorer. Je me souviens comment il plaçait toujours son téléphone face vers le bas sur l'îlot de cuisine en marbre. Toujours. Si une notification sonnait, il le glissait nonchalamment dans sa poche sans le vérifier devant moi. Quand j'en ai plaisanté une fois, il a ri et a dit, « Confidentialité client. » Chérie, tu sais comment est la SEC. Je me souviens comment il a créé un réseau complexe de SARL pour notre maison et nos voitures. Il m'a dit que c'était pour des raisons fiscales, pour notre protection. J'ai signé les papiers là où il me disait de signer, sans jamais lire les petits caractères. Parce que pourquoi l'aurais-je fait? C'était Gavin. C'était un investisseur de génie. C'était mon mari.
Je me souviens des nuits où il rentrait à la maison sentant le scotch et la fumée de cigares, me disant qu'il avait dû divertir des investisseurs jusqu'à 2 heures du matin. Je lui préparais un verre d'eau et lui massais les épaules. J'avais pitié de lui, je me sentais reconnaissante qu'il travaille si dur pour nous. J'ai ignoré mes intuitions. J'ai fait taire la petite voix dans ma tête qui disait « La véritable intimité n'a pas de mot de passe ». J'ai noyé les doutes dans le bruit des ventes aux enchères caritatives et le bruissement des draps de soie. J'ai construit toute ma réalité sur les fondations de son amour. Je pensais que nous étions des partenaires. Je pensais que nous étions une équipe. Je ne savais pas que pendant que je construisais une maison, il construisait une forteresse pour me tenir à l'écart. Je ne savais pas que l'homme qui avait promis de s'occuper de tout s'occupait en fait de lui-même et ne me laissait rien d'autre qu'un bandeau sur les yeux. Alors, quand il a franchi la porte ce soir, promettant qu'il avait été à une réunion à Midtown, je ne regardais pas seulement un menteur. Je regardais le fantôme de l'homme qui m'avait demandé en mariage sur ce toit à Chicago. Et la douleur n'était pas seulement de la colère. C'était la réalisation dévastatrice, déchirante, que les 7 dernières années de ma vie auraient pu être une performance artistique. Et j'étais la seule à ne pas savoir que le public riait. Mais les rires s'arrêtent ce soir, parce que la fille de Nashville qui transportait des meubles et négociait avec des entrepreneurs est toujours là, quelque part, et elle se réveille. Le changement dans notre mariage ne s'est pas produit avec une explosion. Il ne s'est pas produit avec un cri ou une porte qui claque. Il s'est produit avec une promotion il y a environ 6 mois. Gavin est rentré à la maison avec une bouteille de Dom Pérignon et des yeux brillants de ce genre d'adrénaline habituellement réservé au parachutisme. Il m'a assise à l'îlot de la cuisine et m'a parlé de l'affaire. C'était une fusion massive impliquant une entreprise de technologie financière et un système bancaire hérité. Il l'appelait « le faiseur de carrière ». Il m'a dit que s'il décrochait ça, s'il menait cette affaire à travers le champ de mines réglementaires et les approbations du conseil d'administration, il ne serait pas seulement un associé, il serait l'associé directeur principal. Son nom serait sur la porte. Leia, a-t-il dit, me serrant les mains, ses paumes chaudes et persuasives. Ça va être intense. Dans les prochains mois, je vais devoir pratiquement vivre à Manhattan. Des nuits tardives, des dîners avec des fondateurs, des week-ends à préparer les équipes juridiques. Mais je fais ça pour nous, pour notre avenir. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai trinqué avec le champagne millésimé. Je lui ai dit que je comprenais, parce que c'est ce que font les épouses compréhensives à Riverton. Nous comprenons. Nous absorbons l'absence et nous polissons le silence jusqu'à ce qu'il brille. Mais ensuite, l'emploi du temps a changé. Gavin a cessé de rentrer dîner. C'était le premier domino. Il a commencé à m'envoyer des textos à 18h pour dire qu'il commandait du Sweetgreen à son bureau. Puis c'est devenu 20h. Puis c'est devenu 22h. Quand il franchissait enfin la porte, la maison était sombre et j'étais généralement déjà au lit, lisant un livre sur lequel j'étais trop distraite pour me concentrer. Il se glissait dans le lit vers minuit, avec une odeur étrange. Ce n'est pas qu'il sentait mauvais, il sentait juste faux. Habituellement, après une journée de 14 heures dans un bureau, un homme sent le café rassis, l'air conditionné recyclé et le stress. Mais Gavin rentrait à la maison sentant l'air frais, la pluie. Parfois, il y avait une trace faible, presque imperceptible de quelque chose d'autre, une note florale d'agrumes qui n'était certainement pas son parfum boisé, et certainement pas les produits de nettoyage qu'ils utilisaient dans son entreprise. Je me suis dit que j'imaginais. Je me suis dit que c'était le savon des toilettes de la direction. Puis est venue la vanité. Gavin avait toujours été un bel homme, mais c'était un homme qui se lavait le visage avec un pain de savon et se faisait couper les cheveux chaque fois que je lui rappelais qu'il devenait long. Soudain, cela a changé. Il s'est inscrit dans une salle de sport haut de gamme en ville, un de ces endroits qui facturent $300 par mois juste pour la location du casier. Il a engagé un entraîneur personnel nommé Marco. Il a commencé à rentrer à la maison avec des sacs de produits de soins de la peau qui coûtaient plus cher que mes courses hebdomadaires, sérum, crème pour les yeux, exfoliant. Un matin, je l'ai trouvé dans la salle de bain en train d'appliquer des bandes de blanchiment des dents. Je pensais que tu disais que ça te rendait les gencives sensibles, ai-je dit, appuyé contre le cadre de la porte. Il a sursauté, surpris, puis a marmonné à travers les bandes de plastique. Je dois avoir l'air à la hauteur. Leia, ces fondateurs de la tech sont jeunes. Je ne peux pas avoir l'air du vieux de la salle. Il achetait 5 nouveaux costumes par mois. Coupe slim, laine italienne,
pantalon fuselé à la cheville, il a commencé à porter des mocassins sans chaussettes. Il avait l'air d'avoir 10 ans de moins. Et tandis que tout le monde au club me complimentait sur la belle apparence de mon mari, je sentais un œuf froid se serrer dans mon estomac. Un homme ne se réinvente pas pour un conseil d'administration. Un homme se réinvente pour un public d'une seule personne. La première vraie fissure dans la façade est apparue un mardi. Gavin m'avait envoyé un texto à 17h30 pour me dire qu'il passait la nuit blanche avec l'équipe juridique. Il a écrit « On commande des pizzas. Ne m'attends pas ». J'étais assise dans le salon vers 21h, parcourant des recettes sur notre iPad partagé. Nous utilisions le même identifiant Apple pour plus de commodité, quelque chose que nous avions mis en place il y a des années et jamais changé. Soudain, une bannière de notification a glissé du haut de l'écran. Uber, votre course vers l'hôtel Hudson Crown arrive maintenant. Je l'ai fixé. Le texte est resté là pendant 3 secondes avant de disparaître. Mais les mots étaient gravés dans mes rétines. L'hôtel Hudson Crown. Ce n'était pas son bureau. Son bureau était à Midtown. Le Hudson Crown était un hôtel-boutique dans le Lower Manhattan. Tendance, faiblement éclairé, le genre d'endroit où l'on va pour voir et être vu, pas pour rédiger des mémoires juridiques. Et l'heure de la demande de course était 20h45. Pourquoi prenait-il un Uber Black pour un hôtel alors qu'il était censé manger une pizza pepperoni à son bureau? Quand il est rentré le lendemain matin, l'air épuisé mais étrangement survolté, j'ai essayé d'être désinvolte. Je versais du café. Mon dos? Pour qu'il ne puisse pas voir mon visage. Comment s'est passée la révision juridique, ai-je demandé. Brutal, a-t-il soupiré en desserrant sa cravate. Les avocats sont des parasites, Léa. Je me suis retourné, m'appuyant contre le comptoir. Vous êtes resté au bureau tout le temps? Je pensais que vous seriez peut-être sorti pour une pause. Il n'a même pas scié. Non. Enfermé dans la salle de conférence. Juste moi, l'équipe et une pile de paperasse. Le mensonge lui a échappé si facilement, si lubrifié par la pratique que j'ai presque failli l'admirer. C'est drôle, ai-je dit, en gardant ma voix légère, presque ennuyée. Parce que j'ai vu un reçu Uber apparaître sur l'iPad hier soir. Il disait que tu étais allé au Hudson Crown. Pendant une seconde, l'air a quitté la pièce. Il s'est figé, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Mais Gavin est un négociateur. Il est habitué au pivot sous haute pression. Oh, a-t-il ri, secouant la tête comme s'il était frustré par sa propre mémoire. C'est vrai. Mon Dieu, mon cerveau est grillé. On a bien bougé. La climatisation est tombée en panne dans la salle de conférence principale au 42e étage. C'était étouffant. Un des associés a suggéré qu'on prenne une suite au Hudson Crown pour finir. Meilleur Wi-Fi, meilleur service en chambre. J'ai complètement oublié de le mentionner. Il s'est approché de moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Il sentait la menthe et le pressing. Tu es mignonne quand tu es jalouse, a-t-il chuchoté dans mes cheveux. Puis il a mis la main dans sa poche et a sorti une petite pochette en velours. Je me sentais mal d'être parti toute la nuit, alors je me suis arrêté dans le quartier des bijoutiers en allant au train. Il a sorti un bracelet en or. Il était délicat, de bon goût et cher. Il l'a fermé autour de mon poignet. Le métal froid semblait lourd, comme une chaîne. Tu vois, a-t-il dit, je pense toujours à toi. Je voulais le croire. Mon Dieu, je voulais tellement le croire. J'ai regardé le bracelet et je me suis dit que les maris n'achètent pas de bijoux à leurs femmes s'ils couchent avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit que la climatisation était probablement vraiment tombée en panne. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Une femme au foyer de banlieue qui s'ennuie et qui invente des drames là où il n'y en a pas. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré alors que je faisais les courses. C'était un message de Marcy, ma meilleure amie de l'université qui travaillait dans les relations publiques en ville. Salut, disait le texto, ce n'est probablement rien, mais j'ai vu ça sur la story d'une influenceuse. Et n'est-ce pas la montre de Gavin? Elle a joint une capture d'écran. C'était d'Instagram. La photo avait été prise dans un bar, faible luminosité, cocktails ambrés, un arrière-plan flou. Au premier plan, la main manucurée d'une femme tenait un verre de martini. Posé sur la table à côté de sa main se trouvait le bras d'un homme. J'ai zoomé. Le poignet de la chemise du costume était gris anthracite. Les boutons de manchette étaient des nœuds en argent,
un cadeau que j'avais fait à Gavin pour son 35e anniversaire. Et la montre, c'était une Patek Philippe vintage avec une rayure très spécifique sur le bracelet en cuir près de la boucle. Je connaissais cette rayure. Je l'avais faite par accident avec ma bague de fiançailles il y a 3 ans. La légende de la photo disait, les réunions les plus intéressantes ont toujours lieu après 20 heures. Je suis resté là, au milieu du rayon des fruits et légumes, serrant un sac de choux frisés biologiques, sentant le sol basculer sous moi. Ce n'était pas une preuve définitive. Ça pouvait être un autre homme avec la même montre. Ça pouvait être une réunion d'affaires où la cliente était une femme qui aimait Instagram. Mais l'intuition que j'avais réprimée a rugi à la vie. C'était une sensation physique, une nausée qui a commencé dans mon ventre et est montée jusqu'à ma gorge. Je suis rentré à la maison et je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert un carnet neuf, un Moleskine noir que je n'avais jamais utilisé. J'ai intitulé la première page, le journal des retards. J'ai commencé à écrire. Lundi 4 octobre. Rentrée à 23h15. Excuse, dossier réglementaire. La chemise sentait la vanille et le cèdre. Note, pas d'appétit pour le dîner. Jeudi 7 octobre. Rentrée à minuit. Excuse, dîner client. Alerte carte de crédit, $200 dans un restaurant de sushi à Soho. Table pour 2. Mardi 12 octobre. L'incident du Hudson Crown. Le mensonge, climatisation en panne. La preuve, reçu Uber. Je suis devenu une historienne de ma misère. J'ai suivi chaque minute de son retard. J'ai suivi chaque explication vague. J'ai recoupé ses réunions tardives avec la météo, s'il disait qu'il était au bureau, mais que ses chaussures étaient mouillées et qu'il n'avait plus qu'à Chelsea, je le notais. Je ne prévoyais pas encore de vengeance. Je ne prévoyais pas de divorce à ce stade. J'essayais juste de me prouver que je ne perdais pas la tête. J'avais besoin de données. J'avais besoin de faits. Parce que quand on aime quelqu'un qui vous ment, le pire n'est pas le mensonge lui-même. C'est la façon dont il vous fait douter de votre propre réalité. Mais à mesure que les pages du journal se remplissaient, le schéma est devenu indéniable. Toutes les routes, tous les reçus, toutes les courses de fin de soirée menaient à un seul endroit, l'hôtel Hudson Crown. Et c'est pourquoi ce soir, quand il m'a dit qu'il serait à la maison pour 21h, je savais exactement où il était vraiment. Et je savais exactement ce que je devais faire. C'était un jeudi après-midi quand le compte à rebours a commencé. L'air à Riverton était vif, ce genre de froid mordant spécifique qui annonce que l'hiver arrive sur la côte est. Gavin se tenait à la porte, ajustant son écharpe en cachemire. Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient clairs, bleus et totalement incapables de tromper. Il s'est penché et m'a embrassé sur le front. C'était un baiser prolongé, du genre qui est censé vous faire sentir en sécurité. J'ai un dîner avec un client en ville, a-t-il dit, sa main posée sur mon épaule. On termine tôt. Je rentrerai directement après, certainement avant 21h. Ne m'attends pas trop tard. Je serai là. Il a insisté sur l'heure, avant 21h. C'était une promesse. C'était un contrat. J'ai regardé sa berline noire sortir de l'allée, les feux arrière disparaissant au détour du cul-de-sac. Je voulais le croire. Mon Dieu, vous n'avez aucune idée à quel point je voulais le croire. Je voulais redevenir la femme qui planifiait des vacances et s'inquiétait des arrangements floraux. Alors, j'ai essayé. J'ai passé les heures suivantes à construire une soirée parfaite. J'ai allumé les bougies chères, celles qui sentent la sauge et le sel de mer. J'ai mis un poulet rôti au four avec du citron et du romarin, comme il l'aime. J'ai décanté une bouteille de pinot noir et l'ai laissé respirer sur le comptoir en granit. La maison sentait le bonheur domestique. Elle ressemblait à une page de magazine pour une vie heureuse. Mais mon estomac ne se calmait pas. Vous connaissez ce sentiment quand vous descendez un escalier dans le noir et que vous pensez qu'il y a une marche de plus. Mais votre pied touche le sol trop tôt. Cette secousse, cette chute écœurante dans le ventre. C'est comme ça que je me sentais depuis des semaines. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. Chaque fois qu'il me souriait, je me demandais qui d'autre avait vu ce sourire ce jour-là. Je me suis dit d'arrêter. Je me suis dit que je sabotais mon propre bonheur. 19h30, j'ai vérifié le rôti. Il dorait parfaitement. Je me suis versé un petit verre de vin,
essayant de calmer mes mains. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le silence semblait lourd, comme l'air avant un orage. 19h45, mon téléphone était posé sur l'îlot en marbre, face visible. J'avais arrêté de le retourner. J'en avais fini de me cacher des notifications. L'écran s'est allumé. C'était un seul ping, aigu et fort dans la cuisine vide. Je me suis approché. Mon cœur martelait contre mes côtes. Un rythme frénétique qui n'avait rien à voir avec la caféine et tout à voir avec la peur. C'était une alerte de notre application de carte de crédit commune. Gavin utilisait généralement sa carte d'entreprise pour les dépenses professionnelles, mais parfois, s'il était pressé ou s'il mélangeait temps personnel et affaires, il utilisait la carte Platinum commune. Transaction en attente. Hôtel Hudson Crown. Montant, $350. Heure, 19h42. Le monde s'est arrêté. Je n'ai pas respiré pendant 10 bonnes secondes. Mes mains, qui étaient chaudes un instant auparavant, sont devenues glaciales. Ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce que je ne vois plus que ces mots. Hôtel Hudson Crown. Il avait dit qu'il était à un dîner de clients. On ne dépense pas $350 à la réception d'un hôtel pour un dîner de clients. C'est le prix d'une caution de chambre, d'un service en chambre ou d'une bouteille de champagne envoyée dans une suite. Et l'heure, 19h42. Il était censé être dans un restaurant de Midtown. Le Hudson Crown est dans le Lower Manhattan. Le bruit dans ma tête était assourdissant. C'était le son d'un millier de pièces de puzzle qui s'emboîtaient enfin. Les nuits tardives, les nouveaux costumes, l'odeur de parfum inconnu, les sourires secrets. J'ai posé le verre de vin. Je ne l'ai pas bu. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti le carnet Moleskine noir du fond du tiroir. Le journal des retards. J'ai feuilleté les pages. 12 octobre, Hudson Crown. 19 octobre, Hudson Crown. 2 novembre, Hudson Crown. C'était un schéma. C'était une routine. C'était une seconde vie. J'ai regardé le téléphone appuyé contre le vase, celui sur lequel j'avais commencé à enregistrer plus tôt juste pour tester l'éclairage d'une vidéo que je prévoyais de faire sur la décoration intérieure. Le voyant rouge clignotait toujours. J'ai regardé droit dans l'objectif. Si je suis folle, ai-je dit à la pièce vide, ma voix tremblante mais forte. Alors ce soir, je vais être folle jusqu'au bout. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro du Hudson Crown. Mes doigts tremblaient, mais mon esprit s'aiguisait comme une arme. Je me suis éclairci la gorge. Quand la réceptionniste a répondu, je n'avais pas l'air d'une femme en larmes. J'avais l'air de la femme qui gérait la logistique sous haute pression pour des agences de design. Bonsoir, ai-je dit, ma voix nette et professionnelle. Ici Sarah, l'assistante de direction de Monsieur Gavin Hay. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais Monsieur Hay semble avoir laissé son porte-document dans la suite dont il vient de partir. Il est en route pour une réunion et panique. Pourriez-vous vérifier si le service de nettoyage est déjà passé? La réceptionniste a hésité. J'ai retenu mon souffle. Un instant. Laissez-moi vérifier le registre, a-t-elle dit. La musique d'attente était un air de jazz doux. Elle a joué pendant 30 secondes. 30 secondes ont semblé durer 30 ans. Madame, la réceptionniste est revenue. Il semble que monsieur ait quitté la suite 1903 il y a à peine 10 minutes. Le service de nettoyage n'est pas encore passé. Je peux envoyer la sécurité vérifier pour le porte-document. Il y a 10 minutes. Il était là. Il était physiquement là. Il n'était pas à un dîner. Il n'était pas avec un client. Il était dans la suite 1903 et il venait de partir pour rentrer en vitesse à la maison et jouer le rôle du mari attentionné. Non, ai-je dit rapidement. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Je vais passer le prendre moi-même. Je suis juste au coin de la rue. Veuillez vous assurer que personne n'entre dans la chambre avant mon arrivée. Il est très privé concernant ces documents. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans la cuisine de ma belle et chère maison à Riverton. Je pouvais sentir le poulet rôti. Je pouvais voir les bougies vaciller. C'était un décor pour une pièce qui avait été annulée. J'avais deux choix. Choix 1, je pouvais m'asseoir ici. Je pouvais boire le vin. Je pouvais attendre 21 heures. Je pouvais attendre qu'il franchisse la porte avec ses mensonges et son sourire. Et je pouvais lui crier dessus.
Je pouvais pleurer. Je pouvais exiger la vérité et il nierait. Il dirait que j'étais paranoïaque. Il dirait que c'était une réunion. Il me gaslighterait jusqu'à ce que je m'excuse d'avoir douté de lui. Choix 2, je pouvais aller sur la scène du crime. J'ai ouvert mon application de voyage. J'ai trouvé l'hôtel Hudson Crown. J'ai trouvé la suite 1903. Elle était de nouveau disponible, probablement parce qu'il venait de la libérer. Je l'ai réservée. J'ai utilisé ma propre carte de crédit personnelle, celle qu'il ne vérifie jamais. J'ai payé le tarif exorbitant de dernière minute. J'ai tapé mon nom, Leia Ross. J'ai pris mon manteau. J'ai pris mon sac à main. J'ai soufflé les bougies. J'ai éteint le four, laissant le poulet refroidir dans l'obscurité. J'ai commandé un Uber. Destination, Lower Manhattan. Alors que j'étais assise à l'arrière du SUV noir, regardant les arbres de la banlieue se fondre dans le gris béton de l'autoroute, j'ai ressorti mon téléphone. J'ai regardé la caméra. Je ne sais pas ce que je vais trouver, ai-je chuchoté, fixant mon propre reflet sur l'écran. Peut-être que je ne trouverai rien. Peut-être que je trouverai une boucle d'oreille égarée. Peut-être que je trouverai un cheveu. Ou peut-être que je ne trouverai rien du tout. Et je devrais admettre que je suis devenue une femme jalouse et vindicative. Mais je ne fais pas marche arrière. La ligne d'horizon de la ville a commencé à s'élever au loin, scintillant comme un tas de diamants sur du velours noir. Quelque part dans ces lumières se trouvait Gavin, rentrant à la maison pour me mentir. Et quelque part dans ces lumières se trouvait une chambre d'hôtel qui détenait la vérité. S'il avait transformé cet hôtel en son terrain de jeu secret, alors j'ai décidé que je pouvais y jouer aussi. Mon cœur battait si vite que c'était comme un oiseau piégé dans ma poitrine. J'étais terrifié. J'avais la nausée, mais sous la peur, il y avait autre chose, quelque chose de froid et de dur. C'était le sentiment de reprendre le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous traversions le pont. L'eau en dessous était sombre et profonde. Il a dit qu'il serait à la maison pour 21h. Eh bien, j'allais être dans son lit pour 20h45, et tout ce que je trouverais dans ses draps allait tout changer. La montée en ascenseur jusqu'au 19e étage a duré une éternité. C'était une ascension silencieuse et élégante qui m'a fait mal aux oreilles. Le couloir était bordé d'une moquette épaisse et moelleuse qui absorbait le son de mes talons. Il était sombre, éclairé par des appliques qui projetaient de longues ombres dramatiques sur les murs couleur crème. Je suis passé devant les chambres 18, 16, 14. Mon cœur martelait un rythme contre mes côtes qui ressemblait à un poing essayant de s'échapper. Quand je suis arrivé à la réception il y a 10 minutes, la réceptionniste m'avait regardé avec un sourire de service client poli. « Vous vous enregistrez pour la suite 1903 », avait-elle dit en tapant sur son clavier. C'est drôle. Le monsieur qui avait réservé cette suite pour la soirée a mentionné qu'il pourrait prolonger pour la nuit, mais il est parti si précipitamment il y a environ 20 minutes. Heureusement pour vous, le service de nettoyage a fait un passage rapide. Elle m'a tendu la carte clé. Je l'ai remercié, mais mon sang s'est glacé. Il avait prévu de rester. Il avait voulu rester. La seule raison pour laquelle il était parti, la seule raison pour laquelle il rentrait à Riverton en ce moment pour m'embrasser sur la joue et manger mon poulet rôti, c'était parce qu'il avait promis d'être à la maison pour 21h. Il gérait un emploi du temps, pas un mariage. Je me tenais devant la porte 1903. La carte clé en plastique semblait glissante dans ma paume moite. Je l'ai tapée contre le capteur. La lumière est passée au vert. La serrure a cliqué. J'ai poussé la porte et suis entré dans la vie que mon mari menait sans moi. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Ce n'était pas l'air stérile parfumé au citron d'une chambre d'hôtel fraîchement nettoyée. C'était chaud. Ça sentait la chaleur corporelle, le tissu chair et l'arrière-goût métallique persistant de l'adrénaline. La climatisation bourdonnait d'un drone bas et constant, mais elle n'avait pas encore purifié l'atmosphère. La suite était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la rivière Hudson. L'eau sombre reflétait les lumières scintillantes de Jersey City. C'était le genre de vue pour laquelle on paie $2000 la nuit. Le genre de vue que Gavin disait être un gaspillage d'argent. Parce que qui regarde par la fenêtre quand on est avec la personne qu'on aime? J'ai avancé. Sur le fauteuil en velours près de la fenêtre, un peignoir d'hôtel blanc était drapé négligemment, une manche pendant vers le sol. Il avait l'air jeté, enlevé à la hâte. Sur la table ronde en marbre,
il y avait un seau à glace en argent. La glace avait presque entièrement fondu, mais la bouteille de Bollinger était toujours là, vide. À côté, 2 flûtes. Je me suis approché d'elle. Mes jambes semblaient engourdies, comme si je marchais dans de l'eau profonde. Un verre était propre, juste quelques gouttelettes séchées au fond. L'autre verre avait une tache sur le bord. Je l'ai pris. C'était une tache de rouge à lèvres, une couleur baille riche et profonde. Je l'ai fixé. Je porte du gloss nude, parfois un rouge classique pour les galas. Je n'ai jamais possédé de rouge à lèvres couleur baille de ma vie. Voir cette couleur, cette nuance spécifique de fruits noirs estampillés sur le cristal m'a retourné l'estomac. C'était si intime. Sa bouche avait été ici. Ses lèvres avaient touché ce verre pendant que Gavin était assis en face d'elle. J'ai reposé le verre brusquement. Il a cliqueté contre le marbre. Je suis allé dans la salle de bain. Le carrelage était encore légèrement humide. Le miroir avait une légère tache de buée au centre qui ne s'était pas complètement évaporée. Sur l'étagère en verre au-dessus du lavabo, caché derrière une pile de serviettes pliées, j'ai trouvé un petit flacon en verre. C'était du parfum. L'étiquette avait été décollée, probablement pour en faire un format de voyage ou pour être discret, mais je n'avais pas besoin d'étiquette. J'ai débouché et vaporisé une petite giclée dans l'air. Frésia et poire. L'odeur m'a frappé comme une gifle. C'était ce parfum. C'était le fantôme que j'avais senti sur le col de Gavin mardi dernier. C'était l'odeur que je m'étais convaincu d'être juste du savon de bureau haut de gamme. C'était doux, écœurant et indéniablement féminin. À côté du flacon, brillant sous les lumières de la coiffeuse, se trouvait une pince à cheveux. Elle était bleu sarcelle, en forme de mâchoire géométrique. Je l'ai prise. Un seul long cheveu blond était pris dans les dents. Mes cheveux sont châtain foncé. J'ai laissé tomber la pince dans le lavabo comme si elle m'avait brûlé. Je devais sortir de là. Je devais partir, mais je ne pouvais pas. Je n'étais plus une épouse. J'étais une enquêtrice sur une scène de crime. Je suis retourné dans la chambre. J'ai vérifié le placard, vide. J'ai vérifié les tiroirs du bureau, vide. Puis j'ai ouvert le tiroir du haut de la table de chevet du côté gauche du lit. Mon souffle s'est coupé. Il y avait une petite boîte. Ce n'était pas la boîte bleue de Tiffany que Gavin avait utilisée pour moi. C'était un velours cramoisi profond. Ma main tremblait tellement que j'ai à peine pu ouvrir le couvercle. À l'intérieur, niché dans du satin blanc, se trouvait une bague. C'était un diamant taille émeraude flanqué de 2 baguettes. C'était moderne. C'était net. C'était magnifique. Et ça ne ressemblait absolument pas à la bague de style vintage que je portais à mon doigt. Je l'ai sortie. La lumière de la lampe de chevet a attrapé les facettes, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le mur. Je l'ai retourné pour regarder à l'intérieur de l'anneau. Il y avait une gravure, ASB All-in. Je me suis affalé sur le bord du lit. Le matelas était encore moelleux là où il s'était assis ou allongé. All-in. C'était la phrase de Gavin. C'est ce qu'il disait quand il concluait une grosse affaire. C'est ce qu'il disait quand il pariait gros sur une action risquée. C'est ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage. Je suis à fond avec toi, Leia. Mais il n'était pas à fond avec moi. Il était, all-in, avec SB. Il ne se contentait pas de coucher avec elle. On n'achète pas une bague en diamant gravée sur mesure pour une aventure. On ne promet pas d'être, all-in, avec une maîtresse qu'on prévoit de quitter. Il prévoyait de l'épouser. Il construisait un parachute et il se préparait à sauter de notre mariage. J'ai remis la bague dans la boîte et l'ai fourrée dans mon sac à main. C'était une preuve. J'ai de nouveau regardé la pièce. Quoi d'autre? S'il était aussi négligent, s'il avait laissé la bague parce qu'il se dépêchait de respecter son couvre-feu de 21 heures, qu'avait-il laissé d'autre? J'ai vu la poubelle près du bureau. C'était une petite corbeille reliée en cuir. Je me suis agenouillé. Je ne me souciais plus de la dignité. J'ai plongé la main dedans. Il y avait une boule de papier froissé. Je l'ai lissé sur le sol. C'était un brouillon imprimé sur du papier ordinaire, probablement du centre d'affaires de l'hôtel en bas. C'était un accord de transfert. Transfert d'actifs. 500 000 $ de Gavin et il joint Holdings à Silver Atlas Holdings LLC. Adresse enregistrée, Wilmington, Delaware. J'ai fixé les chiffres.
500 000 $. Un demi-million. Il ne se contentait pas de me tromper émotionnellement. Il me volait. Silver Atlas Holdings. Je n'avais jamais entendu ce nom. C'était une société écran. Il siphonnait notre argent. L'argent dont il me disait que je n'avais pas à m'inquiéter, vers un compte secret que je ne pouvais pas toucher. Il finançait sa nouvelle vie avec SB en utilisant mon argent. J'ai senti un cri monter dans ma gorge. Un son primal, animal. Mais je l'ai ravalé. Crier n'aiderait pas, crier alerterait la sécurité. J'avais besoin d'un nom. Qui était SB? J'ai rampé dans la pièce à quatre pattes. J'ai vérifié sous le lit. J'ai vérifié sous les rideaux, puis sous le fauteuil où le peignoir était drapé. J'ai vu un éclair de plastique blanc. Je l'ai attrapé. C'était une carte clé pour une salle de sport. Equinox Hudson Yard. Je l'ai retournée. C'était une carte de membre avec un code QR et un nom imprimé en grosses lettres noires. Sienna Blake. Sienna Blake. SB. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Le tremblement avait cessé. Une clarté froide et terrifiante avait pris le dessus. J'ai ouvert l'application appareil photo. J'ai pris une photo de la tache de rouge à lèvres sur la flûte de champagne. J'ai pris une photo du flacon de parfum et de la pince à cheveux bleus sarcelle dans le lavabo. J'ai pris une photo de la bague de fiançailles, en zoomant sur la gravure jusqu'à ce que les mots « all-in » soient nets et clairs. J'ai pris une photo du document de transfert froissé, en m'assurant que l'adresse du Delaware et le montant étaient lisibles. J'ai pris une photo de la carte de sport avec le nom de Sienna Blake. Je me tenais au centre de la pièce. La vue sur la rivière était toujours belle. La pièce était toujours chaude, mais le monde avait basculé sur son axe. Il y a 10 minutes, j'étais une femme qui pensait que son mari avait une liaison de crise de la quarantaine. Je pensais avoir affaire à une trahison du cœur. Maintenant, je connais la vérité. Ce n'était pas une liaison. C'était une stratégie de sortie. Gavin n'était pas seulement un tricheur. Il était un architecte de ma destruction. Il démantelait méticuleusement notre vie, brique par brique, dollar par dollar, mensonge par mensonge, pour pouvoir la reconstruire avec Sienna Blake. Il allait me laisser avec rien d'autre qu'une maison que je ne pouvais pas me permettre et des souvenirs qui étaient faux. J'ai regardé le téléphone dans ma main. J'avais les preuves. J'avais le nom. J'avais la piste de l'argent. J'ai tout mis dans mon sac, la bague, le papier, la carte. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai jeté un dernier regard à la pièce qui venait d'assassiner mon mariage, et j'ai éteint la lumière. Gavin pensait avoir laissé cette pièce propre. Il pensait être en sécurité à la maison, mangeant du poulet rôti et jouant au bon mari. Il n'avait aucune idée que je rapportais le contenu de la suite 1903 à la maison avec moi, et j'allais m'assurer que Silver Atlas Holdings et Sienna Blake deviennent les erreurs les plus chères qu'il ait jamais commises. J'étais assise en tailleur au centre du lit king size de la suite 1903. La couette était froissée autour de moi. Les lumières de la ville de Manhattan scintillaient toujours avec indifférence derrière les fenêtres du sol au plafond. Mais mon monde s'était réduit à l'écran de 14 pouces de mon ordinateur portable. Je ne pleurais pas. Je ne jetais pas les flûtes de champagne contre le mur. J'étais entré dans un état que je ne peux décrire que comme une dissociation clinique et froide. Je me sentais comme la narratrice d'un de ces podcasts sur les crimes réels que j'écoutais en pliant le linge. La victime était morte. Ou du moins, son ancienne vie l'était. Et maintenant, le détective était arrivé pour examiner la scène. J'ai commencé par le nom sur la carte de sport, Sienna Blake. Je l'ai tapé dans la barre de recherche. Les résultats sont apparus instantanément. Son profil Instagram était public. Bien sûr qu'il l'était. Les femmes comme Sienna Blake ne vivent pas dans l'ombre. Elles vivent dans la lumière dorée d'un fil d'actualité soigné. J'ai cliqué sur le premier lien. Sa vie était un collage d'esthétique beige, de l'atoll d'avoine et de vue sur la ligne d'horizon. Elle était belle de cette manière intimidante et sans effort qui vous fait vous sentir désordonné rien qu'en la regardant. Des vagues blondes, une peau éclatante, le genre de corps sculpté par le pilate et les salades chères. Sa biographie disait, consultante de marque pour les entreprises de luxe. J'ai fait défiler. J'ai vu des photos d'elle dans des restaurants où je ne pourrais jamais avoir de réservation. Je l'ai vue à Tulum. Je l'ai vue à Aspen. Et puis j'ai vu les fantômes d'hommes. Elle était prudente.
Elle ne montrait jamais de visage. C'était juste une épaule dans une veste de costume sur mesure dans un bar de jazz, une main tenant un cigare, une silhouette floue sur un balcon. J'ai cliqué sur LinkedIn. Là, elle était plus professionnelle, mais le vernis était mince. Consultante indépendante, disait-il, spécialisée dans la gestion de portefeuilles de grande valeur et le branding de style de vie. Sa liste de relations était une carte routière de la finance new-yorkaise et, troisième en partant du haut, se trouvait Gavin Hay. Mais ensuite, je l'ai vu, sous son statut relationnel sur Facebook, qui était lié profondément dans sa biographie. Il disait simplement « fiancé ». J'ai regardé la boîte en velours posée sur la table de chevet à côté de moi. La bague à l'intérieur était une taille émeraude, moderne et nette, pour être all-in. Si elle était déjà fiancée, cette bague venait-elle de Gavin ou était-elle fiancée à quelqu'un d'autre et Gavin était-il l'amant? Ou Gavin était-il le fiancé et l'avait-il demandé en mariage il y a des mois sans que je le sache? Ma tête tournait. Mais je me suis forcé à me concentrer. Je devais suivre l'argent. Dans chaque histoire d'un homme qui détruit sa famille, l'argent reste la carte. J'ai ouvert un nouvel onglet et je suis allé sur le site de la division des corporations du Delaware. J'ai tapé le nom que j'avais trouvé sur le document de transfert froissé dans la poubelle, Silver Atlas Holdings. La roue de recherche a tourné une seconde avant de livrer le résultat. C'était une entité nouvelle, constituée il y a seulement 4 mois. L'agent enregistré était un service d'entreprise générique, mais j'ai creusé plus profondément dans l'historique des dépôts. J'ai payé les $20 pour télécharger les documents de formation initiaux. 2 noms étaient listés comme directeurs, Gavin Hay et Miles Kerr. J'ai senti une montée de bile dans ma gorge. Miles Kerr était notre avocat en succession. Il était venu à notre fête de Noël l'année dernière. Il avait mangé mes gâteaux de crabe. Il avait porté un toast à notre santé. Et pendant tout ce temps, il avait aidé mon mari à construire un canot de sauvetage pour me laisser sur un navire en train de couler. L'objet de la société était vaguement listé comme « gestion d'actifs et services de conseil ». J'ai ouvert un 3e onglet. Je me suis connecté à notre compte bancaire commun principal. Je ne le vérifiais habituellement que pour m'assurer que l'hypothèque était payée ou pour voir si le paysagiste avait encaissé son chèque. Je ne regardais jamais les détails granulaires parce que Gavin m'avait dit que je n'en avais pas besoin. Maintenant, j'ai filtré la recherche pour les 6 derniers mois. J'ai tapé « Silver Atlas » dans la barre de recherche des transactions. L'écran s'est rempli de lignes. 12 juillet, transfert à Silver Atlas, 9500 $. 28 juillet, frais de consultation, Silver Atlas, 4000 $. 4 août, acompte sur contrat, Silver Atlas, 12 000 $. C'était une hémorragie. C'était la mort par 1000 coupures. Les montants étaient toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait une alerte de déclaration fédérale ou juste assez petit pour que si je jetais un coup d'œil au solde, je puisse penser que c'était un paiement d'impôt ou un investissement légitime. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la calculatrice. J'ai commencé à les additionner. 9 000, 4 000, 12 000, 8 000. Au moment où j'ai atteint le bas de l'écran, le nombre qui me fixait était de 240 000 $. 240 000 $ siphonnés de notre vie en moins de 6 mois. C'était le budget de rénovation de la cuisine dont nous avions parlé. C'était nos économies pour la retraite. C'était ma sécurité. Il ne me trompait pas seulement. Il détournait des fonds de notre mariage. Je suis resté là à fixer le nombre, sentant la rage se durcir en quelque chose comme de l'acier. Mais je n'avais pas fini. Je devais savoir pourquoi. Je suis allé sur notre compte de messagerie partagée. C'était un ancien compte que nous utilisions pour les factures domestiques et les confirmations de vol. J'ai cherché « Miles ». La plupart étaient des correspondances juridiques ennuyeuses sur les impôts fonciers. Mais ensuite, je l'ai vu. Un email d'il y a 3 semaines. Transféré de l'adresse professionnelle de Gavin à ce compte. Probablement par erreur. Ou peut-être qu'il voulait l'imprimer à la maison et avait oublié. Sujet, révision du brouillon. Je l'ai ouvert. La pièce jointe était protégée par un mot de passe, mais le corps de l'email était en texte brut. Miles, écrivait Gavin, j'ai besoin que tu resserres l'accord de séparation. Nous devons nous assurer que les capitaux propres de Silver Atlas sont complètement cloisonnés. Si Leia engage un expert comptable judiciaire, je veux que cette entité ressemble à un fournisseur tiers, pas à un actif. Elle ne peut pas y prétendre quand je me déciderai enfin.
Visons à avoir les papiers prêts à être signifiés d'ici janvier. Je l'ai lu 3 fois. Quand je me déciderai enfin. Il n'attendait pas que je le surprenne. Il n'était pas confus. Il planifiait une embuscade. Il allait me signifier les papiers du divorce en janvier, juste après les fêtes. Une fois qu'il aurait fini de transférer tout notre argent dans cette société écran, il allait me laisser sans le sou et prise au dépourvu. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. L'air dans la chambre d'hôtel semblait rare. J'ai réalisé que je tremblais, non pas de peur, mais de la pure adrénaline de la survie. J'ai regardé à nouveau la boîte de la bague. Quelque chose me dérangeait à propos de Sienna Blake. Je suis retourné sur son Instagram. J'ai fait défiler plus loin. 1 an, 2 ans. J'ai trouvé une story à la une intitulée « Amour ». J'ai cliqué. C'était un montage de fleurs, de dîners et de citations romantiques vagues. Mais vers la fin, publié il y a 11 mois, il y avait une photo qui m'a fait m'arrêter. C'était un gros plan de la main de Sienna. Elle portait une bague, pas la taille émeraude que j'avais sur la table de chevet. C'était un solitaire rond. Classique, simple. Sa main reposait sur la main d'un homme. J'ai zoomé sur la main de l'homme. Il portait une montre de plongée en acier inoxydable. Gavin porte une Patek Philippe en or ou une Apple Watch. Il déteste les montres de plongée. J'ai regardé le poignet de la chemise de l'homme. C'était une toile Oxford bleue, légèrement effilochée au bord. Gavin préférerait mourir plutôt que de porter une chemise effilochée. J'ai regardé la légende. À mon fiancé pour toujours. J'ai hâte d'être ta femme. Je t'aime, Mon esprit s'est emballé. Le deuxième prénom de Gavin est Michael. Il n'a pas de surnom qui commence par E. Sienna Blake était fiancée. Elle était fiancée il y a 11 mois à un homme nommé E. J'ai regardé la date de la publication. Elle était toujours là. Elle ne l'avait pas supprimée. J'ai cliqué sur ses photos identifiées, cherchant quelqu'un nommé E. Il m'a fallu 20 minutes de traque numérique, passant par les profils de ses amis qui avaient commenté « Félicitations » sur cette publication. Finalement, j'ai trouvé une identification d'une femme qui ressemblait à sa sœur. C'était une photo de Sienna et d'un homme dans un vignoble. L'homme avait des yeux gentils, des cheveux bruns, et portait la même montre de plongée. L'étiquette sur sa poitrine disait Elliot Mercé. J'ai cliqué sur le profil d'Elliot Mercé. Il avait un compte privé, mais sa biographie était publique. Anesthésiste au Mount Sinai, papa de chien, fiancé de Sienna. Je me suis rassise. L'ordinateur portable me brûlait les jambes. Oh mon Dieu! Sienna Blake n'était pas la maîtresse de Gavin. Elle menait aussi une double vie. Elle était fiancée à cet homme, Elliot, un médecin qui pensait probablement qu'elle travaillait tard ou qu'elle consultait pour un client ce soir. Gavin lui achetait une bague en diamant gravé, all-in, se préparant à me quitter pour elle. Mais Sienna jouait toujours le rôle de la fiancée dévouée d'Elliot. J'ai de nouveau regardé la bague sur la table de chevet. ASB all-in. C'était Gavin qui poussait à l'engagement. C'était Gavin qui détruisait son mariage. Mais Sienna, elle, couvrait ses arrières. Elle gardait son fiancé médecin sur tout en laissant mon riche mari la couvrir de diamants et d'argent volés. Un lent sourire sombre s'est dessiné sur mon visage. C'était la première fois que je souriais en 4 heures. Gavin pensait qu'il était la personne la plus intelligente de la pièce. Il pensait être le seul à jouer un jeu, mais il se faisait aussi jouer. Et je venais de trouver le deuxième joueur. Si je pouvais atteindre Elliot Mercé, si je pouvais lui montrer ce que j'avais trouvé dans cette pièce, je ne me battrais pas seulement contre Gavin seul. J'aurais un allié. J'aurais quelqu'un qui était tout aussi en colère, tout aussi trahi, et tout aussi motivé pour voir ce château de cartes brûler. Je n'étais plus une victime. J'étais un général recrutant une armée. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché Elliot Mercé, anesthésiste, New York. J'ai trouvé son email professionnel listé sur la page d'une conférence hospitalière. J'ai commencé à rédiger un message. Sujet, Hôtel Hudson Crown, suite 1903. Cher Elliot, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous partageons un problème. Elle s'appelle Sienna. Mon mari vient de la quitter dans une chambre d'hôtel où je suis actuellement assise. J'ai trouvé une bague qui n'est pas la vôtre. Nous devons parler. J'ai survolé le bouton d'envoi avec mon pouce. C'était le point de non-retour.
Une fois que j'aurais envoyé ça, l'explosion serait nucléaire. Il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai regardé la rivière une dernière fois. J'ai pensé à Gavin entrant par notre porte d'entrée en ce moment, desserrant sa cravate, me mentant sur le trafic. J'ai appuyé sur envoyer. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur Manhattan avec une luminosité aveuglante et indifférente, mais je ne le regardais pas depuis la fenêtre de notre chambre à Riverton. J'étais assise dans un fauteuil en cuir dans un bureau d'angle au 42e étage d'un immeuble sur Park Avenue. En face de moi se trouvait Alicia Tran. Alicia était une légende du droit matrimonial à New York. Elle avait 45 ans, portait des tailleurs Yves Saint Laurent comme une armure et avait la réputation de déchiqueter les maris fortunés sans jamais tacher son rouge à lèvres. J'avais trouvé son nom sur un forum pour les épouses divorcées de banquiers de Wall Street à 3 heures du matin. Elle m'a écouté pendant 20 minutes sans m'interrompre. Elle a regardé les photos de la bague. Elle a regardé la tache de rouge à lèvres. Elle a étudié le document de transfert froissé à Silver Atlas Holdings. Quand j'ai fini de parler, le silence dans la pièce était lourd. Alicia a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. « Leia, dit-elle, sa voix basse et terriblement calme. Vous n'avez pas seulement une affaire de divorce ici. Vous avez une affaire de vol qualifié déguisée en costume de créateur. » Elle a tourné son ordinateur portable pour me montrer une feuille de calcul qu'elle avait déjà commencé à remplir pendant que je parlais. Cette entité, Silver Atlas, a-t-elle pointé du doigt l'écran. C'est une manœuvre classique, de manuel. Il ne se contente pas de cacher de l'argent. Il saigne à blanc votre patrimoine conjugal. Chaque dollar qu'il déplace est un dollar qu'il a l'intention de déclarer comme une dépense d'exploitation ou une perte commerciale, de sorte que lorsqu'il demandera le divorce, votre valeur nette apparaîtra comme nulle sur le papier. Il veut vous laisser avec les paiements de la maison et sans liquidité pour les financer. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je pensais que nous étions partenaires. Je pensais que l'argent était pour notre avenir. Alicia s'est penchée en avant. Écoutez-moi attentivement. Vous n'allez pas le confronter. Pas encore. Si vous lui criez dessus ce soir, il appuiera sur un bouton et cet argent de Silver Atlas disparaîtra dans un compte offshore aux îles Caïmans avant que vous puissiez dire pension alimentaire. Nous devons le geler avant qu'il ne sache qu'il fait froid. Elle m'a tendu un bloc-notes. Voici le plan, a-t-elle dit. Vous rentrez chez vous, vous souriez, vous lui demandez comment s'est passée sa journée. Pendant ce temps, vous téléchargez chaque relevé bancaire, chaque déclaration de revenus, chaque email auquel vous pouvez accéder. S'il y a un coffre-fort dans la maison, je veux que son contenu soit photographié. Nous allons construire une carte médico-légale de sa vie financière si détaillée qu'il ne pourra pas acheter un paquet de chewing-gum sans que nous le sachions. J'ai hoché la tête, sentant une étrange et froide résolution s'installer en moi. Mais il y a une chose de plus, ai-je dit. J'ai sorti la photo de la carte de membre du gymnase et la capture d'écran d'Instagram. Je dois lui parler. J'ai pointé la légende sur le fiancé. Alicia a haussé un sourcil. L'autre homme. C'est risqué, Leia. Il mérite de savoir, ai-je dit. Et s'il sait, il pourrait avoir accès à des choses que je n'ai pas. J'ai quitté son bureau et me suis assise dans un café en bas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le profil LinkedIn d'Elliot Mercé. J'avais recoupé la photo de la main sur la story de Sienna avec une photo identifiée de la page d'un lieu de mariage. J'ai zoomé sur les cartons de table. Elliot monsieur c'était lui. Anesthésiste basé dans le New Jersey. J'ai tapé l'email. Mes doigts semblaient lourds. Sujet, épousez-vous Sienna Blake? Monsieur Mercé, vous ne me connaissez pas. Mon nom est Leia Ross. Je crois que mon mari, Gavin Hay, est l'homme avec qui votre fiancé était la nuit dernière à l'hôtel Hudson Crown. Nous devons parler. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai fixé l'écran pendant 10 minutes, puis 20. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur portable quand une réponse est apparue. C'est une mauvaise blague? Qui êtes-vous? Il était en colère. Bien. La colère signifiait qu'il était attentif. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai joint une photo de la carte de sport trouvée dans la chambre d'hôtel. J'ai joint la photo de la bague gravée, ASB All-in. Et j'ai joint la capture d'écran du reçu Uber montrant le trajet de Gavin jusqu'à l'hôtel. 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était une demande FaceTime d'une adresse email inconnue. J'ai répondu.
Le visage à l'écran était pâle. Elliot Mercer ressemblait exactement à ses photos, mais plus âgé, fatigué, et ayant l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il portait une blouse bleue, assis dans ce qui ressemblait à une salle de repos d'hôpital. « Dites-moi que c'est un mensonge », a-t-il dit, sa voix craquelée. « Ce n'est pas un mensonge », ai-je dit doucement. J'étais dans la chambre, Elliot. Je l'ai réservé juste après leur départ. Il s'est frotté le visage avec sa main, un geste de pur épuisement. « Je viens de faire un chèque », a-t-il chuchoté. « Je viens de faire un chèque d'acompte pour le lieu du mariage ce matin. Elle m'a dit qu'elle était à un atelier de branding en ville hier soir. Elle m'a envoyé une photo du programme. J'ai ressenti une pointe de pitié pour lui. Il était le dommage collatéral du jeu de Gavin et Sienna. Elle nous joue tous les deux, lui ai-je dit. Mon mari transfère des centaines de milliers de dollars dans une société écran pour commencer une nouvelle vie avec elle. Il a acheté cette bague pour elle, mais elle porte toujours la vôtre. Elliot a de nouveau regardé la photo de la bague. Ce n'est pas ma bague, a-t-il dit, la mâchoire serrée. Je lui ai donné le saphir de ma grand-mère. Elle m'a dit qu'elle le faisait mettre à sa taille. Elle ne l'a pas porté depuis 3 semaines. Le silence entre nous était rempli par le bourdonnement du café et le bip des moniteurs en arrière-plan. Nous étions 2 étrangers reliés par la chose la plus douloureuse imaginable. « Que voulez-vous faire » a-t-il demandé. Il semblait différent maintenant. Le choc s'estompait, remplacé par la concentration clinique d'un médecin. Je lui ai parlé d'Alicia. Je lui ai parlé de Silver Atlas. Je veux le détruire, ai-je dit. Pas physiquement. Je veux détruire sa réputation. Je veux détruire sa fausse intégrité, et je veux récupérer mon argent. Elliot a hoché la tête lentement. J'ai son identifiant pour l'iPad, a-t-il dit. Elle l'utilise pour planifier le mariage. Ses e-messages y sont synchronisés. Je peux voir tout ce qu'elle lui dit. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était l'arme fumante. Nous avons formé notre alliance là-bas. Moi, l'épouse trahie, Elliot, le fiancé dupé, et Alicia, le requin. Je suis retourné au bureau d'Alicia cet après-midi pour signer l'accord de provision. Elle examinait une pile de documents que j'avais téléchargés sur un serveur sécurisé, des scans des contrats d'investissement de Gavin que j'avais trouvés dans le classeur de son bureau à domicile il y a des mois, mais que je n'avais jamais compris. Alicia a levé les yeux, et son expression était sombre. C'était la première fois que je la voyais vraiment perturbée. « Leia, asseyez-vous » a-t-elle dit. Je me suis assise. « Nous avons trouvé autre chose » a-t-elle dit. C'est à propos de Silver Atlas, mais c'est pire que de simplement cacher des actifs. Elle a fait glisser un document sur le bureau en acajou poli. C'était un accord de prêt pour un montage à effet de levier de capital risque à haut risque. C'était complexe, dense en jargon juridique, mais Alicia a pointé la ligne de signature en bas. Gavin a signé ici, a-t-elle dit. Mais regardez le co-signataire. J'ai regardé. Là, dans une écriture soignée et petite, se trouvait mon nom. Leia Ross. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit, ma voix tremblante. Je n'ai jamais vu ce papier de ma vie. Je sais, a dit Alicia. L'écriture est légèrement différente. Il a falsifié votre signature. Mais ce n'est pas le pire. Ce prêt, il est structuré de telle manière que si l'entreprise Silver Atlas échoue, la responsabilité principale incombe au co-signataire. Je l'ai regardé, essayant de comprendre le niveau de malice requis pour faire cela. Il ne m'a pas seulement volé, ai-je chuchoté. Non, a dit Alicia. Il vous a donné la police d'assurance. Il parie sur des millions d'argent empruntés. S'il gagne, il prend le profit et s'enfuit avec Sienna. S'il perd, les créanciers s'en prennent à vous. Ils s'en prennent à vos biens personnels. Il pourrait s'en prendre à toute pension alimentaire que vous obtiendrez. Il vous a piégé pour que vous soyez son bouclier humain. La pièce semblait basculer. Ce n'était pas seulement un mauvais mariage. C'était une scène de crime où j'étais censé être le corps laissé derrière pour prendre le blâme. J'ai pensé au sourire de Gavin. J'ai pensé à comment il me disait, je m'occupe de l'argent. Toi, sois juste heureuse. Il ne me protégeait pas. Il m'engraissait pour l'abattage. J'ai regardé Alicia. J'ai regardé le téléphone où Elliot attendait mon texto. D'accord, ai-je dit. Ma voix était stable.
C'était la voix d'une femme qui n'avait rien à perdre. J'ai regardé Alicia. Ne déposez pas les papiers tout de suite, ai-je dit. Laissez-le penser qu'il est en sécurité. Laissez-le penser qu'il est en train de gagner. Je veux qu'il se sente à l'aise. Alicia a souri, un sourire sec et dangereux. À quoi pensez-vous? Je pense à un gala, ai-je dit. La fête de clôture de l'affaire Crescent-Crest. C'est dans 2 semaines à l'hôtel Hudson Crown. Je me suis levé en lissant ma jupe. Il aime tellement cet hôtel, ai-je dit. Je pense que nous devrions lui offrir une nuit qu'il n'oubliera jamais. Je suis sorti du bureau et suis descendu dans la rue. J'ai hélé un taxi pour me ramener à Riverton. Je devais rentrer à la maison. Je devais préparer le dîner. Je devais demander à Gavin comment s'était passée sa journée et l'embrasser sur la joue. Ça allait être la meilleure performance d'actrice de ma vie, parce que maintenant je savais que chaque fois qu'il me souriait, il regardait sa victime, et il n'avait aucune idée que la victime tenait une arme chargée. Vivre avec un homme que vous avez l'intention de détruire est une forme de torture très spécifique. Cela requiert un niveau de dissociation que je ne savais pas posséder. Je suis retourné à Riverton et j'ai repris le rôle de l'épouse névrosée, légèrement dépassée, qui avait juste besoin d'un peu de réconfort. Je me souviens m'être tenu dans la cuisine le soir après avoir rencontré Alicia. Gavin buvait un verre de cabernet, appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. Je suis passé derrière lui et j'ai enroulé mes bras autour de sa taille. J'ai pressé ma joue contre le tissu cher de sa veste de costume, le même costume qu'il portait pour rencontrer Sienna, et je me suis forcé à respirer son odeur sans avoir la nausée. Je suis désolé, ai-je dit, ma voix étouffée contre son dos. J'ai été si stressé dernièrement. Je crois que j'ai regardé trop de séries policières. Je me suis mis en tête que tu t'éloignais et j'ai juste paniqué. Gavin s'est retourné. Son visage s'est adouci avec cette expression de pitié indulgente que je prenais autrefois pour de l'amour. Il m'a caressé les cheveux, son contact familier et terrifiant. « Chérie », a-t-il dit en m'embrassant sur le haut de la tête. « Tu es folle. Tu le sais, n'est-ce pas? Je travaille comme un fou pour nous. Tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Tu dois me faire confiance. » Je l'ai regardé et j'ai souri. C'était un sourire terrifiantement facile à feindre. Je te fais confiance, ai-je dit. Et je le pensais. Je lui faisais confiance pour être un menteur. Je lui faisais confiance pour être un voleur. Et je lui faisais confiance pour me sous-estimer jusqu'à la dernière seconde. La semaine suivante, la maison est devenue une scène de théâtre. Nous avons dîné ensemble. Nous avons regardé des films. Il a recommencé à parler de l'avenir avec une énergie renouvelée et frénétique. Il a de nouveau évoqué la maison des Hamptons. Je pensais qu'on devrait regarder des propriétés à East Hampton l'été prochain, a-t-il dit un soir pendant les pâtes, quelque chose près de l'eau, peut-être avec une maison d'amis pour tes parents. Il me vendait un rêve qu'il savait que je ne verrais jamais. Il peignait des images d'un avenir tout en transférant simultanément des fonds pour effacer cet avenir entièrement. Chaque fois qu'il mentionnait les Hamptons ou des vacances en Italie l'année prochaine, j'ajoutais mentalement un 0 au chiffre du règlement qu'Alicia était en train de rédiger. Puis sont venus les papiers. C'était un mardi soir. Gavin est entré dans le salon avec une enveloppe Kraft. Il l'a jetée sur la table basse avec une désinvolture étudiée. « Et, Miles a envoyé ça », a-t-il dit en se versant un verre. « Juste des trucs de planification successorale, vu que le marché est volatile et que je prends plus de risques avec le nouveau fonds. Nous devons mettre à jour nos protections de responsabilité. Ça protège essentiellement la maison et tes économies si le fonds est un jour poursuivi. Formalité standard. » J'ai pris l'enveloppe. Je savais exactement ce que c'était. Alicia m'avait prévenu. « Je vais y jeter un œil », ai-je dit. « Signe juste la dernière page quand tu auras un moment », a-t-il dit, sans même me regarder. Je dois le retourner à Miles d'ici vendredi. J'ai emporté les papiers dans mon bureau. Je les ai scannés immédiatement et les ai envoyés à Alicia. Elle m'a appelé 10 minutes plus tard et sa voix était acérée comme une lame de rasoir. « Ne signez pas ça, Leia », a-t-elle dit. « Ce n'est pas de la planification successorale. C'est un accord postnuptial déguisé en fiducie de protection d'actifs. Si vous signez ça, vous acceptez que tous les revenus futurs de ces parts de capital investissement soient des biens séparés et vous renoncez à votre droit de découverte en cas de divorce. » Il essaie de vous bander les yeux légalement. « Je sais », ai-je chuchoté.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alicia a fait une pause. Nous jouons son jeu, mais nous changeons les règles. Je vais vous envoyer une nouvelle version de la page de signature. Elle aura l'air identique à la sienne, même police, même formatage, mais la référence de la clause sera différente. Au lieu de faire référence à la section A, qui renonce à vos droits, elle fera référence à la section B, que je vais insérer dans le document principal. La section B stipulera qu'en signant, il reconnaît que tous les actifs de Silver Atlas et de toute entité affiliée sont considérés comme des biens matrimoniaux soumis à une distribution 50-50e. Mais il va le lire, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Alicia a ri, d'un rire sec et cynique. Les hommes comme Gavin ne lisent pas ce que leurs femmes signent. Ils supposent qu'ils ont déjà gagné. 2 nuits plus tard, je me suis assise à l'îlot de la cuisine avec le document modifié. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était la partie la plus dangereuse de l'arnaque. S'il regardait de près, s'il lisait réellement le paragraphe au-dessus de la ligne de signature, tout exploserait. Gavin est entré en desserrant sa cravate. « Tu t'es occupé de ces papiers ?» a-t-il demandé en prenant une bouteille d'eau. « Oui » ai-je dit, en gardant ma voix ennuyée. « Je viens de finir. » C'est beaucoup de jargon juridique, Gavin. Es-tu sûr que ça protège la maison? J'ai levé les yeux vers lui, écarquillant les miens, jouant le rôle de la petite femme confuse qui trouve la finance si compliquée. Oui, Leia, a-t-il soupiré en prenant un stylo. Ça protège tout. Signe juste ici. J'ai signé. J'ai poussé le papier vers lui. Il a pris le stylo. Il n'a pas lu un mot. Il n'a pas vérifié la référence de la clause. Il a juste vu ma signature, a souri avec satisfaction et a griffonné son nom à côté du mien. Il venait de me remettre légalement la moitié de son empire secret. Super, a-t-il dit en remettant les papiers dans l'enveloppe. Je déposerai ça chez Miles demain. Tu es une gentille fille, Leia. Je l'ai regardé s'éloigner. Tu es une gentille fille. La condescendance avait le goût de la bile, mais je l'ai avalée. Je n'étais pas une gentille fille. J'étais le bourreau debout derrière le rideau. Pendant que je m'occupais du piège juridique, Elliot s'occupait du renseignement émotionnel. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner dans le New Jersey, à mi-chemin entre son hôpital et ma maison. Il avait l'air plus mince que lors de l'appel vidéo. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, mais ses mains étaient stables. Il a fait glisser un iPad sur la table collante. Je me suis connecté à son cloud, a-t-il dit doucement. Elle pense que je suis juste occupé à travailler. Je lui ai dit que j'avais pris des gardes supplémentaires pour payer les fleurs du mariage. Il a ouvert l'application Message. C'était un flot de textos entre Sienna et un contact enregistré sous le nom de G. Je les ai lus et mon estomac s'est retourné. G, tiens bon encore un peu, bébé. Janvier. Une fois que les papiers seront signifiés, nous serons libres. Sienna, je déteste attendre. Il regarde des options de lieu pour le mariage, Gavin. Ça me rend malade de faire semblant avec lui. G, ne t'inquiète pas pour lui. C'est un type bien. Il s'en remettra. Pense à la maison à Aspen. Pense à nous. Elliot fixait sa tasse de café. Elle m'appelle un type bien, a-t-il dit, sa voix plate. Elle lui dit qu'elle en a marre de faire semblant et puis elle rentre à la maison, m'embrasse et me demande quelle nappe je préfère. J'ai tendu la main sur la table et j'ai couvert la sienne avec la mienne. Ce n'était pas un geste romantique. C'était un pacte. Nous allons les arrêter, Elliot. Il a levé les yeux vers moi. Comment? Je lui ai parlé de mon appel à l'hôtel Hudson Crown. Je les ai appelés ce matin. J'ai dit que j'utilisais mon ancien nom quand j'étais organisatrice d'événements. Je leur ai dit que je coordonnais la logistique pour la clôture de Crescent Crest Capital, et la fête a lieu dans 10 jours. C'est un samedi soir, ai-je continué. Toute l'entreprise sera là. Les investisseurs, les associés, la presse. Elliot hocha la tête, écoutant attentivement. J'ai demandé aux responsables des événements des informations sur les hébergements VIP, ai-je poursuivi. Gavin a réservé la suite Penthouse pour l'after party, mais voici le truc. Il n'a mis que son nom sur la réservation. Il prévoit de la faire monter là-haut après que tout le monde soit parti. Alors on s'incruste à la fête, demanda Elliot. Non, ai-je dit. S'incruster à une fête crée une scène. Je ne veux pas de scène.
Je veux un verdict. Je me suis penché plus près. J'ai réservé la suite d'A accent grave côté, ai-je dit. Et j'ai aussi dit au directeur général, je lui ai dit qu'en tant qu'épouse de Monsieur Aïe, je voulais organiser une surprise pour lui dans sa suite. Champagne, fleurs, tout le tralala. J'ai demandé qu'on me laisse une carte clé à la réception pour que je puisse tout installer avant qu'il n'arrive. Les yeux d'Elliot se sont écarquillés. Alors, tu seras à l'intérieur de la chambre. Nous serons à l'intérieur de la chambre, ai-je corrigé. Toi, moi et Alicia. Quand il ouvrira cette porte en s'attendant à voir Sienna, il trouvera sa femme, le fiancé de sa maîtresse et l'avocate de sa femme assis sur le canapé avec une pile de confessions signées. Et Sienna, demanda Elliot, sa voix vacillant légèrement. Je l'ai regardée. C'était la partie la plus difficile. Sienna a un choix, ai-je dit. Je vais la rencontrer avant cette nuit. Je vais lui montrer les documents. Je vais lui montrer que Gavin m'utilise comme bouclier financier. Si elle a encore quelques neurones, elle réalisera qu'un homme qui fait ça à sa femme le fera éventuellement à sa maîtresse. Et si elle s'en fiche, demanda Elliot. Alors elle entre dans cette chambre avec lui, ai-je dit froidement. Et elle coule avec le navire. Elliot a regardé l'iPad, les messages où la femme qu'il aimait l'appelait un type bien qui s'en remettrait. Il a fermé la couverture d'un coup sec. Dis-moi quand t'es où, a-t-il dit. J'y serai. Je suis retourné à Riverton cette nuit-là, ressentant un étrange sentiment de calme. Le piège était tendu. Les joueurs étaient en position. Gavin pensait qu'il était le metteur en scène de cette pièce, nous déplaçant tous comme des accessoires. Il ne savait pas que les acteurs avaient réécrit le script. Je suis entré dans la maison. Gavin était au téléphone dans son bureau, riant bruyamment. J'ai hâte, disait-il. Ouais, le Hudson Crown. Ça va être une nuit mémorable. Je suis resté dans le couloir, l'écoutant. Il avait raison. Ça allait être une nuit mémorable, mais pas de la façon dont il le pensait. Je suis monté à l'étage et j'ai préparé ma robe pour le gala. Elle était noire, sévère, magnifique. C'était une robe de deuil, parce que dans 10 jours, Gavin y allait mourir. Un mythe, pas un homme. Le mari riche, prospère et parfait allait rendre son dernier souffle dans la suite 1903, et j'allais être celle qui lui fermerait les yeux. La salle de bal de l'hôtel Hudson Crown vibrait de la fréquence spécifique de la richesse agressive. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une lumière dorée et fragmentée sur 300 membres de l'élite financière de New York. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes à travers la foule, équilibrant des plateaux de champagne et de blinis au caviar. L'air sentait le parfum cher, le bœuf vieilli à sec et l'arrière-goût métallique de l'ambition. Je me tenais près du fond de la pièce, portant une robe noire d'os nu qui coûtait $4000, payée, de manière appropriée, par la carte de crédit même que Gavin essayait de me cacher. Je tenais un verre d'eau pétillante, mes jointures blanches contre le cristal, regardant mon mari commander la scène. Gavin était magnifique. Je le détestais pour ça. Il se tenait au pupitre, baigné dans un projecteur, tenant un microphone avec la confiance décontractée d'un homme qui croit posséder la pièce. Dans ce secteur, dit-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, profonde et digne de confiance, nous parlons beaucoup de rendement. Nous parlons de retour sur investissement, mais la véritable monnaie de notre métier n'est pas le capital. C'est l'intégrité. C'est la poignée de main. C'est la promesse que lorsque nous disons que nous sommes à fond, nous le pensons. Une vague d'applaudissements a traversé la pièce. J'ai regardé les associés de Crescent Crest Capital hocher la tête avec approbation. J'ai regardé les investisseurs rayonnants. J'avais envie de vomir. Intégrité. J'ai balayé la salle du regard, cherchant les autres acteurs de cette farce. Je l'ai trouvée près du bar à huîtres. Sienna Blake. Elle portait une robe de la couleur du vin rouge renversé, la soie drapée sur son corps comme un liquide. Elle était magnifique, mais elle avait aussi l'air terrifiée. Ses yeux parcouraient la pièce, évitant Gavin, évitant les caméras, ressemblant à une biche qui sent un prédateur mais ne sait pas d'où vient le vent. Puis je l'ai trouvé, Elliot. Il se tenait près d'un pilier, vêtu d'un simple costume noir qui le faisait ressembler à n'importe quel analyste junior ou peut-être à un agent de sécurité haut de gamme. Il tenait un verre qu'il n'avait pas touché. Son visage était pâle. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir à 30 pieds de distance.
Il regardait Sienna avec un mélange de chagrin et de fureur qui me serrait le cœur. Gavin a terminé son discours sous une ovation tonitruante. Il a quitté la scène, serrant des mains, tapant sur des épaules, jouant le Golden Boy. Il s'est dirigé vers moi, transpirant légèrement, les yeux brillants de l'ivresse de l'admiration publique. « Tu as été incroyable », ai-je dit. Ma voix était lisse, du verre poli. Il m'a embrassé sur la joue. C'était humide. « Merci, chérie. Écoute, je dois m'absenter. » Ça y est. Le script que je connaissais par cœur. Un de nos plus gros partenaires commanditaires est à Zurich, a-t-il chuchoté, se penchant près pour que personne d'autre ne puisse entendre. Il veut me féliciter personnellement. Mais avec le décalage horaire, je dois prendre l'appel maintenant. Je vais monter dans une chambre pour peut-être 1 heure, juste pour m'assurer que c'est calme. Il m'a serré la main. Ne m'attends pas si tu veux rentrer à la maison, a-t-il dit. Je pourrais être coincé au téléphone avec le service juridique après. Je l'ai regardé. J'ai regardé dans les yeux bleus que je croyais autrefois être les fenêtres d'une bonne âme. Vas-y, ai-je dit. Conclure l'affaire est le plus important. Il a souri, soulagé. Tu es la meilleure. Je l'ai regardé se retourner et s'éloigner, fendant la foule vers les ascenseurs. Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai plongé la main dans ma pochette et j'ai touché le plastique dur de la carte clé de la suite 1903. J'ai sorti mon téléphone. C'était en fait l'ancien iPhone de Gavin, que j'avais synchronisé à son compte cloud actuel il y a des semaines. Marcy, ma meilleure amie, se tenait près du vestiaire avec mon vrai téléphone, surveillant l'application de suivi. Un message texte est apparu sur l'écran dans ma main. C'était de Gavin à Sienna. Suite 1903. Comme la dernière fois. Donne-moi 20 minutes pour me débarrasser de la foule. J'ai besoin de toi. J'ai levé les yeux à travers la pièce. J'ai vu Sienna vérifier son téléphone. Elle s'est figée. C'était la variable que Gavin n'avait pas prise en compte. Il pensait que Sienna était sa complice. Il ne savait pas que 3 jours plus tôt, j'étais entré dans un Starbucks du West Village et m'étais assise en face d'elle. Je me souvenais de l'expression sur son visage quand j'ai claqué le dossier sur la table entre nos lattes. Je me souvenais de son arrogance au début, comment elle m'avait dit qu'elle et Gavin étaient des âmes sœurs, que je ne le comprenais pas, et puis je me souvenais du silence qui était tombé quand je lui avais montré les documents de Silver Atlas, quand je lui avais montré l'accord de prêt où Gavin avait falsifié ma signature, me rendant responsable de millions de dettes. Il ne me quitte pas pour toi parce qu'il t'aime, lui avais-je dit, en regardant son visage s'effondrer. Il me quitte parce qu'il a besoin d'un nouvel hôte. Je suis l'hôte qu'il a vidé de sa substance. Tu es la nouvelle. Et quand il en aura fini avec toi, il trouvera quelqu'un d'autre pour signer ses prêts. De retour dans la salle de bal, Sienna a levé les yeux de son téléphone. Elle ne s'est pas dirigée vers les ascenseurs. Elle s'est retournée et a marché dans la direction opposée. Elle a marché droit vers Elliot. J'ai observé depuis l'ombre. Je l'ai vu plonger la main dans sa pochette et en sortir la boîte en velours, celle que Gavin lui avait donnée. Elle a dit quelque chose à Elliot. Je n'ai pas pu entendre les mots, mais j'ai vu ses lèvres bouger. Je suis désolé. Elle a essayé de lui tendre la bague, mais il a secoué la tête. Il ne voulait pas de la bague de Gavin. Il ne voulait pas de ses excuses. Il lui a saisi le bras, pas brutalement, mais avec détermination. Il a pointé du doigt les ascenseurs. Il était temps. Je me suis éclipsé par la porte latérale, mes talons claquant sur le sol en marbre. J'ai envoyé un texto à Alicia. Il arrive. J'ai pris l'ascenseur de service. C'était plus rapide. Quand je suis arrivé au 19e étage, le couloir était vide. Je suis entré dans la suite 1903. Elle était exactement comme la nuit où j'avais trouvé les preuves, sauf que cette fois, la scène était prête pour un autre type de performance. Je me suis assise dans le fauteuil en velours à haut dossier face à la porte. J'ai croisé les jambes. J'ai lissé le tissu noir de ma robe. Sur le bureau en face de moi, j'ai placé la pile de documents qu'Alicia avait préparés, le rapport d'expertise comptable, l'accord de prêt falsifié, la demande de divorce, les preuves des virements bancaires. Sur la table basse, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Alicia était déjà là sur FaceTime, son visage net et en haute définition, assise dans son bureau à domicile avec un verre de vin rouge et un casque. Nous sommes en direct, Leia, a dit Alicia.
La caméra enregistre. J'ai attendu. 3 minutes plus tard, la poignée de la porte a tourné. La serrure électronique a bipé en vert. Gavin est entré. Il avait desserré sa cravate. Il déboutonnait déjà sa veste de smoking, un sourire aux lèvres, s'attendant à voir Sienna dans la robe bordeaux l'attendre sur le lit. Sienna, bébé. Désolé, ça a pris si longtemps. Ces investisseurs sont. Il s'est arrêté. Il m'a vu. Le sourire ne s'est pas seulement estompé. Il s'est évaporé. Il a été remplacé par un regard de confusion si profond qu'il en était presque comique. Il a cligné des yeux, regardant le numéro de la chambre sur la porte, pensant qu'il avait fait une erreur. Leia, a-t-il balbutié. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais rentré. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait un geste vers le fauteuil en face de moi. Il a fait un pas en avant, son visage rougissant. Leia, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai réservé cette chambre pour travailler. Je t'ai dit que j'avais un appel avec. Puis il a vu l'ordinateur portable. Il a vu le visage d'Alicia à l'écran. Bonjour, Gavin, a dit Alicia, sa voix amplifiée par le haut-parleur Bluetooth. Gavin s'est figé. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je me suis levé. J'ai pris la pile de papier. Nous ne sommes pas ici pour parler de ton appel imaginaire à Zurich, Gavin, ai-je dit. Ma voix était stable, terriblement calme. Nous sommes ici pour parler de Silver Atlas Holdings. Nous sommes ici pour parler des 240 000 $ que tu as volés de nos comptes communs. Et nous sommes ici pour parler de la raison pour laquelle tu as falsifié ma signature sur un document de prêt à haut risque. La bouche de Gavin s'est ouverte et fermée. Il ressemblait à un poisson tiré sur un quai. Leia, tu es hystérique. Il a essayé de pivoter, sa voix prenant ce ton familier de gaslighting. Tu ne comprends rien à la finance. Silver Atlas n'est qu'une société holding pour l'efficacité fiscale. Je l'ai fait pour nous. Pour nous, ai-je demandé. Est-ce pour ça que la bague de fiançailles que tu as achetée pour cette chambre est gravée avec les initiales d'une autre femme? Il est devenu pâle. Tu as fouillé dans mes affaires. Non, ai-je dit. J'ai réservé cette chambre la nuit où tu l'as laissée. J'ai trouvé ta poubelle, Gavin. Il s'est tourné vers la porte. Je ne fais pas ça, a-t-il lancé en boutonnant sa veste. On rentre à la maison. Tu es ivre. On en discutera demain matin. Il a attrapé la poignée de la porte, mais la porte ne s'est pas ouverte. Ou plutôt, elle s'est ouverte, mais il ne pouvait pas sortir. Bloquant l'entrée se trouvaient 2 personnes. Sienna se tenait là, toujours dans sa robe bordeaux, des larmes coulant sur son visage, tenant la boîte à bagues en velours, et à côté d'elle, ressemblant à un sombre ange de la vengeance, se trouvait Elliot. Gavin a reculé en trébuchant. Sienna. Sienna ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé le sol. Elle sait, Gavin, a chuchoté Sienna. Elle m'a montré les papiers du prêt. Tu m'as dit que tu protégeais tes actifs. Tu ne m'as pas dit que tu piégeais ta femme. Gavin a regardé entre nous 4. Moi, l'épouse qui l'a trahi. Sienna, la maîtresse à qui il a menti. Elliot, le fiancé dont il a détruit la vie, et Alicia, l'avocate enregistrant chaque seconde de son effondrement. Il a reculé jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord de la table basse. Il s'est effondré sur le canapé, le combat s'écoulant de lui. C'est un coup monté, a-t-il marmonné. C'est un piège. Non, Gavin, ai-je dit, m'approchant pour me tenir juste en face de lui. J'ai laissé tomber le lourd dossier de documents sur ses genoux. Le son était comme un marteau de juge frappant un bloc. Ce n'est pas un piège. C'est une intervention. Et tu vas rester assis là et tu vas signer chaque morceau de papier que je te mettrai sous le nez, parce que si tu ne le fais pas, je vais appuyer sur envoyer sur un email qui se trouve actuellement dans mes brouillons. Un email adressé au conseil de conformité de Crescent Crest Capital et à chaque investisseur à qui tu viens de serrer la main en bas. Je me suis penché, mon visage à quelques centimètres du sien. Alors dis-moi, mon mari, es-tu à fond? Le silence dans la suite 1903 n'était pas paisible. C'était le silence lourd et suffocant d'une lame de guillotine suspendue dans les airs, attendant que la gravité fasse son travail. Gavin fixait la table basse. C'était un cimetière de ses secrets.
la bague de fiançailles taille émeraude était là, scintillant sous les lampes de l'hôtel, se moquant de lui avec son inscription à une femme qui se tenait actuellement à 5 pieds de lui, en pleurant. À côté, il y avait l'imprimé de l'accord de transfert de Silver Atlas. À côté de cela, les relevés bancaires soulignant chaque dollar qu'il avait siphonné de nos comptes. Et enfin, l'email qu'il avait envoyé à Miles, lui ordonnant de me laisser sans rien. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient larges, injectés de sang et frénétiques. Il ressemblait à un homme se réveillant d'un rêve pour trouver la maison en feu autour de lui. « Leia » commença-t-il, la voix craquelée. « Je peux expliquer ça. Les transferts étaient temporaires. J'allais remettre l'argent. Je le jure. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de vase. Je suis simplement allé à la fenêtre, bloquant sa vue sur la ville qu'il pensait posséder. Tu as toujours aimé cet hôtel, Gavin, ai-je dit, ma voix conversationnelle, presque agréable. Tu m'as amené ici pour notre anniversaire il y a 3 ans. Tu l'as amené ici la semaine dernière, alors j'ai pensé que c'était l'endroit parfait pour que tu entendes enfin la vérité. J'ai pointé l'écran de l'ordinateur portable où Alicia regardait. Son expression était illisible et professionnelle. Alicia, ai-je dit, veuillez lui expliquer sa situation juridique actuelle. Alicia s'éclaircit la gorge. Le son fut amplifié par les haut-parleurs, remplissant la pièce. Monsieur Haye, commença-t-elle, récitant les faits comme un médecin légiste lisant un rapport d'autopsie. Nous avons des preuves documentées de 18 virements distincts à Silver Atlas Holdings totalisant 240 000 $ de fonds matrimoniaux. Nous avons la preuve d'adultère. Nous avons un accord de prêt avec Global Venture où vous avez falsifié la signature de Madame Haye en tant que garante, l'exposant à une responsabilité potentielle de 4 millions de $. C'est une fraude, Monsieur Haye. C'est un faux et c'est un vol qualifié. Gavin essuya la sueur de son front. Je n'ai jamais voulu que Leia soit blessée. Le prêt est solide. L'affaire va rapporter 10 pour 1. Alicia le coupa. Et concernant le document que vous avez fait signer à votre femme la semaine dernière, celui que vous prétendiez être pour la planification successorale. Gavin cligna des yeux, confus. Quoi à ce sujet? Elle l'a signé. Elle a renoncé à ses droits sur les nouvelles entités. Alicia sourit. C'était un sourire froid et acéré. En fait, non. Vous n'avez pas lu la version finale, n'est-ce pas? Leia a signé une version modifiée. En la contresignant, vous avez légalement reconnu que Silver Atlas et tous ses actifs sont à 100% des biens matrimoniaux, soumis à une distribution équitable immédiate. Vous n'avez pas protégé votre pécule, Gavin. Vous le lui avez remis sur un plateau d'argent. Gavin se tourna vers moi, la bouche bée. Tu m'as piégé. Je le regardais, ne ressentant absolument rien. Je t'ai fait confiance, ai-je dit. Tu as compté sur cette confiance pour me voler. J'ai juste compté sur ton arrogance pour t'attraper. Il se tourna vers Sienna, cherchant un allié, quelqu'un pour prendre son parti. Sienna, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je faisais ça pour nous. Sienna fit un pas en arrière, secouant la tête. Elle paraissait petite dans sa robe chère. Le glamour de la soirée complètement effacé. Elliot s'avança. Il se déplaçait avec une dignité calme et terrifiante. Il retira la boîte à bagues en velours de la table. Il la regarda un instant, puis la referma d'un coup sec. Le son fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Je suis anesthésiste, Gavin, dit Elliot, sa voix était stable, mais il y avait un tremblement de rage en dessous. Mon travail est de maintenir les gens endormis pour qu'ils ne ressentent pas la douleur. Mon travail est de les réveiller quand l'opération est terminée. Il jeta la boîte sur le canapé à côté de Gavin. J'ai passé la dernière année endormi, pensant que j'épousais l'amour de ma vie, continua Elliot. Mais aujourd'hui, grâce à votre femme, c'était mon tour de me réveiller. Gavin regarda la boîte à bagues, puis Sienna, puis moi. Les murs se refermaient. Il se leva, essayant de retrouver un peu de sa stature, essayant de redevenir le PDG. D'accord, écoutez, dit-il en lissant sa veste. On peut régler ça. On n'a pas besoin d'impliquer les tribunaux. On n'a pas besoin de faire une scène. Leia, que veux-tu? La moitié? Tu veux la moitié du compte? Très bien. Je te fais un chèque maintenant. J'ai sorti de mon sac un épais dossier bleu.
Je l'ai laissé tomber sur la table au-dessus de ses parties intimes. Je ne veux pas la moitié, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier. C'était le règlement de divorce qu'Alicia avait rédigé. Je veux la maison de Riverton, sans hypothèque, ai-je dit. Je veux 60% de vos actifs liquides vérifiés et je veux le remboursement immédiat de chaque centime que vous avez transféré à Silver Atlas, plus les intérêts. Gavin ricana. Son visage devint rouge. Tu rêves. Aucun juge ne te donnera ça. Je me battrai. Je t'enterrerai sous les frais de justice pendant 10 ans. J'ai vérifié ma montre. Il était 22h45. Je me suis approché de l'ordinateur portable sur la table basse. J'ai réduit la fenêtre vidéo d'Alicia et j'ai ouvert un brouillon de mail. J'ai tourné l'ordinateur portable pour qu'il puisse voir l'écran. Le champ A était rempli de 20 adresses. J'ai vu ses yeux les parcourir. Le conseil d'administration de Crescent Crest Capital, le directeur de la conformité, 2 journalistes chevronnés du Wall Street Journal, et la boîte de réception de son plus gros investisseur à Zurich. En pièce jointe de l'email se trouvaient les PDF du prêt falsifié, du détournement de Silver Atlas, et les photos de lui entrant dans cette chambre d'hôtel pendant que sa femme était à son gala. En haut de l'écran se trouvait un plugin, un compte à rebours programmé pour envoyer dans 59 minutes. Si tu ne signes pas cet accord dans l'heure qui vient, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion, je sors d'ici et cet email part. Tu ne perdras pas seulement ton argent, Gavin. Tu perdras ta licence. Tu perdras tes associés. Tu iras en prison pour faux et usage de faux. Gavin fixa le minuteur. 58 minutes, 57 secondes. Son visage s'effondra. L'arrogance. Le charme. Le vernis de l'homme à succès s'était écaillé comme une peau morte. Il ressemblait à un enfant. Il avait l'air pathétique. Leia, s'il te plaît, chuchota Théil. Il tomba à genoux. Il s'est réellement mis à genoux sur la moquette de l'hôtel. Ne fais pas ça. Ça va me ruiner. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. S'il te plaît, je suis ton mari. J'ai baissé les yeux sur lui. Je me suis souvenu des nuits où je l'ai attendu. Je me suis souvenu des mensonges. Je me suis souvenu du sentiment de penser que j'étais folle. Ce soir, tu t'es tenu sur une scène et tu as parlé d'intégrité, ai-je dit doucement. Tu as parlé de la confiance comme d'une monnaie. Je me suis penché, l'obligeant à me regarder. C'est la première fois en 7 ans que tu dois vivre avec les conséquences réelles de tes choix, ai-je dit. Signe les papiers, Gavin, ou regarde ton monde brûler. C'est à toi de décider. Il regarda le minuteur. 57 minutes. Il attrapa le stylo d'une main tremblante. Il ne lut pas l'accord. Il n'essaya pas de négocier. Il était terrifié. Il griffonna sa signature sur la ligne du bas, l'encre bavant parce que sa main tremblait si violemment. Il s'affaissa contre le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. C'est fait, suffoqua Théil. Annule l'email, s'il te plaît. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé Alicia. Elle a hoché la tête. J'ai annulé le minuteur, mais je n'ai pas supprimé le brouillon. J'ai ramassé le règlement signé. J'ai vérifié la signature. Elle était brouillonne, mais elle était légale. Je ne l'envoie pas ce soir, ai-je dit en remettant le dossier dans mon sac. Je te sauve de la prison, Gavin, parce que je ne veux pas être la femme d'un condamné. Je veux juste être la femme qui possède ta maison. Je l'ai regardé une dernière fois. Mais ne pense pas que tu vas garder ta réputation, ai-je ajouté. Les gens parlent, les investisseurs parlent, et finalement ils se demanderont pourquoi tu as perdu ta maison et ta femme la même semaine. Je laisse juste la vérité prendre le chemin des écoliers. Je me suis tourné vers Sienna. Elle pleurait en silence. Je ne la détestais plus. J'avais juste pitié d'elle. Bonne chance, Sienna, ai-je dit. Tu peux le garder maintenant. Il est tout à toi, ou du moins ce qu'il en reste. J'ai fait signe à Elliot. Il a hoché la tête. Il s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte pour moi. Je suis sorti de la suite 1903. J'ai marché dans le couloir, la moquette moelleuse absorbant le son de ma sortie. Derrière moi, je pouvais entendre Gavin crier sur Miles au téléphone, sa voix montant en panique. Je pouvais entendre Sienna sangloter. Je pouvais entendre l'épave d'une vie qui était la mienne.
Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Quand les portes se sont ouvertes, le gala se terminait. Des rires d'ivrognes s'échappaient du bar. Je suis passé devant eux tous. J'ai traversé les portes tournantes et suis sorti dans la nuit de New York. L'air était froid. Il mordait ma peau exposée, mais c'était bon. C'était propre. Je suis resté sur le trottoir un instant, regardant les taxis passer en flou. Je n'étais pas heureuse. Pas encore. Mon cœur était encore meurtri, et ma vie était actuellement emballée dans une série de dossiers juridiques. Mais je respirais. Je me tenais sur mes 2 pieds. J'ai regardé dans l'objectif de la caméra imaginaire qui m'avait suivi toute la nuit, celle à qui j'avais commencé à parler dans mon salon il y a des heures. Je ne vais pas vous promettre que je vais bien maintenant. Ce n'est pas le cas. Mais je sais une chose. À partir de ce soir, je ne serai plus jamais la femme assise sur le canapé attendant que son mari rentre à la maison pour 21 heures. S'il y a une chose que vous retenez de mon histoire, que ce soit ceci, si un jour votre intuition vous murmure que quelque chose ne va pas, écoutez. Entendez-la avant que quelqu'un n'utilise votre silence pour vous détruire. Ou laissez-la vous conduire à la pièce même qu'ils pensaient avoir laissée en sécurité derrière eux. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'adorerais savoir d'où vous vous connectez aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous en m'indiquant votre pays ou votre ville et dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne Histoire de famille brisée.